Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning again, everyone. La juge présidente, bonjour à tous. Je me tourne vers la défense. Il vous reste 60 minutes pour résumer votre thèse. Madame la Présidente, comme hier l'accusation a usé un petit peu de son temps, on va prendre la même flexibilité si vous voulez. Bien sûr, on finira dans les 60 minutes, ça va sans dire. Mais je vais laisser Maître Jacobs finir ses points. Il va rogner, je pense, un quart d'heure de notre heure qui nous reste. Et je conclurai notre cas dans les 45 minutes restantes. Donc on restera dans les temps, bien évidemment. Mais je laisse la parole à Maître Jacobs pour qu'il finisse. Yes, certainly, Miss. La juge présidente, oui, certainement, Maître Naouri. Vous pouvez utiliser votre temps comme bon vous semblera. Nous avons, pourvu que vous ayez le temps de résumer votre thèse, Maître Jacobs répondra donc à la thèse de l'accusation, mais en tout et pour tout, vous aurez 60 minutes. Maître Jacobs, allez-y. Merci Madame la Présidente. Alors je reprends là où j'en étais sur les incidents, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les juges. Donc je parlais du fait que là où l'accusation a adopté une approche isolée de la preuve, la défense en a fait une approche holistique. Et quand on regarde les incidents dans leur globalité, on voit qu'ils dressent une réalité bien différente de celle qu'en présente l'accusation. L'accusation, hier, en audience, a cité quelques témoins qui ont dit avoir été arrêtés parce que perçus comme proboscisés. Déjà, il convient de se poser la question de la crédibilité de témoins qui, arrêtés par la police, ne vont évidemment pas venir devant cette cour, devant la Cour pénale internationale, avouer qu'ils sont des criminels de droit commun. Par définition, leur crédibilité doit être évaluée avec prudence. Surtout, ces affirmations sont immédiatement contredites par ces mêmes témoins, qui racontent tous une raison de leur arrestation. L'un parce qu'il aurait volé de l'or, l'autre parce qu'il a été piégé par un collègue qui ne veut pas rembourser une dette, l'un parce qu'il s'est associé avec les Séléka, il le raconte, l'autre parce qu'il détenait des machettes. Tous le disent. Il y a une raison de leur arrestation qu'ils connaissent. Donc cela contredit par définition l'allégation qu'ils sont visés parce que proboscisés. Dans le même sens, et on a fait la longue liste dans le mémoire, tous les témoins qui décrivent l'intervention de policiers de carrière à l'ECRB, du procureur de la République Alain Tolmeau, y compris des témoins des incidents, qui disent c'est Tolmeau qui a demandé ma mise en détention. C'est Tolmeau qui a demandé qu'on me mette en cellule. C'est Tolmeau qui m'a interrogé. C'est Tolmeau qui m'a libéré. C'est les témoins de l'accusation qui le disent. Tolmeau n'est pas un Séléka, à ce que je sache. Pareil, si on regarde les incidents dans leur globalité, il y en a 10 pour lesquels M. Saïd n'est même pas mentionné. Sur 18, c'est énorme, alors que c'est censé être le cœur du dossier.
et que l'accusation, sans vraiment définir le mode de responsabilité, a quand même demandé la responsabilité directe. Directe. On ne sait toujours pas ce que ça veut dire, mais direct, ça veut bien dire quelque chose. Quand M. Saïd n'est même pas mentionné dans la majorité des incidents, on se demande ce qu'on fait là. Dernier point sur les incidents, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges. L'accusation a défendu la position hier que c'est pas grave s'il n'y a qu'un seul témoin, du moment qu'il est fiable. On peut discuter de cette affirmation. Mais le problème dans notre dossier, c'est que les témoins ne sont pas fiables. Nous avons déjà mentionné un témoin qui a donné une fausse identité à la Cour. Un témoin qui a menti sur la durée de sa détention à l'ECRB, de 1 mois à quelques heures. Dans l'incident F, P0481 a changé d'avis. C'est un témoin unique, non corroboré, qui dit avoir vu 3 personnes se faire tuer. Mais en audience, ça devient 7 personnes. Il aurait dit 24 personnes, 125 personnes, 1 personne, on devrait le croire. Ce n'est pas corroboré, il n'y a pas d'éléments matériels. C'est justement ça le problème d'avoir un témoin unique non fiable. On va condamner quelqu'un à la CPI parce qu'une personne dit « Ah, j'ai vu 7 personnes », après en avoir dit 3. Et demain, peut-être, s'il revient devant nous, il dira 22. Qu'est-ce qu'on fait avec un témoignage comme ça ? Dans l'incident N, l'accusation nous dit que P1737 est fiable. Mais l'accusation elle-même a confronté son témoin en audience avec sa déclaration antérieure parce qu'on ne comprenait pas s'il était là pendant l'arrestation ou pas. Il a changé d'avis. Comment croire un tel témoin ? Sur la qualification juridique des faits, j'essaie d'avancer, il y aurait tellement de choses à dire, mais je vais sélectionner, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges. L'accusation, on l'a dit ce matin, n'a pas pris incident par incident, ce qu'elle aurait dû faire, pour expliquer comment telle qualification juridique des faits serait remplie. Il fallait le faire incident par incident. 8 à 10 minutes. Si elle avait fait ça, elle aurait pu expliquer, par exemple, et on a déjà mentionné cet exemple, mais il est symbolique, comment dans l'incident L, une personne arrêtée et condamnée parce qu'ayant collaboré avec des sélékas aurait été arrêtée parce que perçue comme proboscisée. Toujours l'incident L. Si l'accusation avait fait cet exercice, elle aurait pu expliquer pourquoi dans l'incident K, une personne qui est arrêtée sur ordre de Tolmo, libérée au bout de quelques heures par Benjamin Malo, le directeur de l'ECRB, sans être même mis en détention, pourrait tomber dans l'un quelconque des chefs d'accusation. Elles sont où les conditions humaines ? Il n'y a même pas de mise en détention. Quel chef d'accusation correspond à ce que je viens de décrire ? Aucun.
L'accusation est revenue hier, et je renvoie à notre mémoire pour les autres chefs d'accusation. Juste un mot sur celui de persécution. Que l'accusation n'a pas plus démontré hier en audience que dans son mémoire. Et comment le pourrait-elle ? Il aurait fallu qu'elle apporte des chiffres concrets de la population carcérale, des gens détenus à l'OCRB en 2013, tous. S'il y a une politique de l'État qui est mise en œuvre à l'OCRB, si tous les gens à l'OCRB sont des prisonniers de droit commun ou des anciens Séléka, elle est où la politique ? L'accusation nous dit que les gens étaient ciblés parce que FACA ou garde présidentielle. Mais vous avez au dossier tous les FACA qui sont revenus travailler. Vous avez un témoin, je ne parlerai pas publiquement, mais qui vous a donné la liste de tous les gardes présidentiels de Bozizé qui travaillaient sous Jotoja, au Kandrou, avec Jotoja. Il est où le ciblage, là ? L'accusation fait une liste chrétien, Baya, Manja, qui couvre la majorité des Centrafricains. Si une personne est arrêtée à Bangui en 2013, statistiquement, il y a des chances qu'elle soit chrétienne, Baya, Manja. Ça prouve rien du tout. Et l'absurdité de l'approche de l'accusation se révèle dans sa nouvelle allégation maintenant, que la majorité des victimes ou des personnes arrêtées étaient des hommes. Alors qu'est-ce que je dois comprendre ? Que l'accusation nous dit que tous les hommes de Bangui sont pro-Bozizé ? Tous les hommes de Bangui étaient perçus comme étant pro-Bozizé, c'est ça que nous dit l'accusation, c'est absurde. J'en viens pour conclure sur l'absence de responsabilité de M. Saïd, que l'accusation ne démontre pas. Un mot sur le mode de responsabilité. L'accusation, en l'écoutant hier, a passé beaucoup de temps à essayer de dire qu'il existe et n'a toujours pas expliqué ce qu'il est. Elle a cité plein de jurisprudences qui parlent de coaction indirecte. De coaction indirecte. Que ce soit Ongwen, Abdelrahman, il n'y a pas une de ces décisions qui parle de coaction directe. Donc on ne sait toujours pas ce que c'est. Je parle bien des jurisprudences Ongwen, des case law. Mais je passe. Sur le plan commun, l'accusation, encore une fois, défend la faiblesse de sa preuve. Elle dit « oui, c'est OK que je n'ai pas de preuve. Ça va si je n'ai pas de preuve matérielle. » Mais il n'y a pas besoin de démontrer dans ces cas-là, si vous lisez le mémoire de l'accusation. Le plan commun se déduit de la commission des crimes. Pas besoin de démontrer les crimes, puisqu'ils se déduisent du plan commun. Pas besoin de démontrer de contribution, puisqu'il se déduit du plan commun, qui se déduit de la commission des crimes, et ainsi de suite à l'infini. Comme un escalier dans une peinture de Escher qui ne mène nulle part. Et l'accusation nous dit hier, c'est nous qui décidons de qui est dans le plan commun, sur la preuve. Mais la preuve montre qu'il y a Linguisara, qu'il y a Tolmo,
qu'il y a des officiers de policiers de carrière qui ont travaillé à l'OCRB, que l'accusation elle-même place dans les incidents. En conclusion, l'on se retrouve à la fin du mémoire de l'accusation avec les mêmes questionnements qu'au début. L'accusation n'écoute pas ses propres témoins. Et si elle n'écoute pas ses propres témoins, sur quelle base vous demande-t-elle, la Chambre, de les croire? Elle veut qu'on croie ces témoins non corroborés quand ça l'arrange, mais qu'on ignore les témoins corroborés quand ça ne l'arrange pas. Ce n'est pas une approche acceptable d'évaluation de la preuve à la CPI. L'accusation en est réduite à inventer une fiction, à demander à la Chambre de déduire de la réalité que nous avons montrée dans le dossier une fiction qui n'a pas besoin d'être prouvée parce qu'imaginaire. Et j'en arrête là, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges. J'ai écouté avec attention. J'ai entendu un récit parcellaire, dénaturant les propos de ses propres témoins par l'accusation, travestissant l'histoire récente de la République centrafricaine. La Centrafrique mérite mieux. Elle mérite qu'on prenne en compte son histoire, sa réalité, sans la déformer, sans la simplifier et sans la caricaturer. La Centrafrique mérite qu'on lui rende une souveraineté, si souvent dérobée par les interférences et les ingérences politiques et étrangères. Comment lui rendre hommage? En restaurant la vérité. La vérité qui ressort du dossier et que l'accusation a tenté de dissimuler ou de nier. L'accusation n'a jamais voulu parler de la raison d'être des groupes d'autodéfense qui composeront la coalition Seleka. Pourquoi? Parce qu'alors elle aurait été obligée de concéder l'impossibilité pour ces groupes de s'organiser ou de se structurer. C'est comme si, à la lecture du mémoire de l'accusation et de la représentante des victimes, chacune d'entre elles voulait faire oublier les défis du nord du pays pendant des décennies. Le nord qui a été désétatisé et en proie à toutes sortes de criminalités, par exemple les Aragouines. C'est comme si elle voulait faire oublier ce que P349 nous rappelle pourtant, qu'au nord de la RCA, et je cite, « La population souffre, elle est diminuée de tout. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'infrastructure routière, il n'y a pas d'électricité. » C'est comme si elle voulait nier la réalité du gouvernement de Bozizé, qui gérait l'État comme une entreprise privée et qui avait fait fuir tous les FACA. Pourtant, les preuves sont là. Les groupes d'autodéfense du Nord se sont créés pour combler le vide laissé par l'absence de l'État.
C'est ça le but de la coalition. Elle n'avait comme but que de faire entendre sur la scène politique son mécontentement contre le gouvernement en place, notamment à Libreville. La coalition n'a pas d'agenda, n'a pas d'idéologie et n'a pas de plateforme politique cohérente. Face à ce constat, face aux nombreux témoignages et éléments documentaires en ce sens, l'accusation est obligée de concéder. Concéder que la coalition n'avait pas de chaîne de commandement centralisée à proprement parler. C'est ce qu'elle nous dit dans son mémoire. C'est vrai, la coalition n'avait pas de chaîne de commandement centralisée à proprement parler, sans en tirer aucune conséquence. Si la chaîne de commandement n'est pas centralisée avant le 24 mars 2013, comment cette coalition se serait muée en une organisation structurée pendant la période des charges? Quand on regarde le dossier, il est impossible de répondre à cette question. Je répète parce que c'est essentiel. On ne sait pas, après le 24 mars, comment une coalition non structurée se serait muée soudainement en une coalition structurée. Alors, pour faire oublier cette défaillance, l'accusation décide de faire des présomptions, comme je l'ai dit ce matin. Elle présume un degré de coordination parce que des groupes seraient arrivés à Bangui. Parlons de cette descente, même si elle n'est pas dans la période des charges. Qu'est-ce que racontent en réalité ces témoins? Des parcours complètement chaotiques qui ne révèlent aucune coordination. Il y en a un qui rejoint des amis après des détours incompréhensibles et des trajets en taxi, des trajets à pied. CP 2105. Un autre erre et s'en va réparer une voiture. P1167. Et un autre raconte un trajet impossible à reconstituer dans le temps et il rapporte des oui-dire sur ce qu'il se passerait ailleurs pendant la descente. P2563. En réalité, au dossier, même avant la période des charges, aucune instruction concernant un trajet à suivre, concernant une coordination de groupe, concernant des opérations à mener, des positions de FACA identifiées. Rien. D'ailleurs, aucun témoin appelé n'assiste à la moindre réunion avec des leaders de la Seleka. Ils sont témoins directs d'aucune réunion. Ils rapportent des oui-dire. Ils ne rapportent pas de structure claire. On comprend absolument rien. Et sur la descente, sur ce que font les autres, c'est aussi des oui-dire. Et montrer une carte basée sur des oui-dire en audience ne changera rien aux oui-dire. Alors qu'est-ce que nous dit l'accusation dans son mémoire? Elle nous dit si, ils étaient coordonnés parce qu'ils avaient des grades militaires. Mais cet exemple est révélateur du manque de réalisme de l'accusation et le fait qu'elle n'écoute pas ses témoins. Au moins 13 témoins nous ont dit que les grades étaient auto-attribués et ne reflétaient aucune hiérarchie. P0338, P2563, P2105, P2240, P1563, P0964, P2161, P1737, P0234, P0119, P2926,
P0035, P0037. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent ces grades, et je cite, sont fantaisistes. Fantaisistes. Quelle coordination peut-on essayer de prouver sur des grades dont tous les témoins nous disent mais c'est auto-attribué, c'est fantaisiste. Il y a un témoin qui nous dit, et je cite, « Dans la Séléka, il y avait, on peut le dire, plusieurs centaines de colonels. Même ceux qui n'étaient pas au départ à l'arrivée des Séléka sur Bangui, même des commerçants sur Bangui avec un petit moyen, ils se constituaient en colonels. » C'est P2105 qui le dit. Les témoins racontent aussi qu'à l'arrivée à Bangui, les FACA ont débandé. Et qu'il n'y a pas de compas, à part une escarmouche avec des Sud-Africains et OPK 55. En réalité, les témoins nous disent que les instructions des représentants du gouvernement de Bozizé étaient de baisser les armes et de fuir les combats. Dans un tel contexte, nul besoin d'organisation, nul besoin de coordination. Ils ont débandé, ils sont partis, ils ont posé les armes. Et que font les nouveaux arrivants à Bangui? Je vous l'ai dit ce matin, chacun va de son côté pour chercher un butin, pour tenter de s'enrichir. Mais dans une telle situation, où toute personne à Bangui cherche à s'enrichir, se revendique soudainement Séléka, nous sommes curieux de savoir ce que vit l'accusation quand elle parle de Séléka après le 24 mars 2013. Il est impossible de le savoir. Alors nous avons parlé ce matin du gouvernement Séléka, créé par l'accusation. Et nous avons montré à quel point il s'agit d'un gouvernement d'union nationale. Je n'y reviens pas, ce qui m'intéresse dorénavant, ce sont les instructions données par ce gouvernement qui fonctionne avec tous ses ministres. Les témoins, que ce soit les ministres, les membres de la police militaire ou le personnel de l'OCRB, nous disent que c'est le gouvernement de Dotodja qui a donné des instructions. Et j'insiste, à partir du moment où l'accusation allègue une politique mise en œuvre par un gouvernement qu'elle définit Séléka, ce qu'elle doit démontrer, c'est que les membres issus de la majorité présidentielle Séléka fomentent un plan et donc donnent des instructions, notamment aux forces de l'ordre. Et comment ils donnent ces instructions? Par le biais de réunions, par le biais de documents écrits, pour implémenter cette politique. C'est ça qu'elle doit me démontrer, l'accusation. Eh bien, les instructions, elles sont là. Ce sont les mesures de confiance. J'y viens dans un instant, je voudrais dire un mot avant sur ce gouvernement qui est non seulement multipartite, mais qui a aussi un Conseil national de sécurité, qui semble, pour l'accusation, être un lieu de réunion hebdomadaire suspecte. C'est ce qu'on nous a dit hier en audience. Mais ce Conseil national de sécurité, il est créé par le Premier ministre, M. Tsvangirai, il est venu vous le dire. Tous les membres du gouvernement y participent pour fixer les objectifs et coordonner la politique de sécurité et de défense. Ça me paraît plutôt normal, en temps de transition, d'avoir un conseil qui s'occupe de la politique de sécurité et de la défense. Et que nous disent les témoins? Qui assistent à ces réunions? Où sont discutées les questions du cantonnement, la sécurisation de la capitale, le désarmement des porteurs d'armes? Eh bien, sont présents le chef d'état-major. Le chef d'état-major, il n'est pas Séléka. Le directeur général de la police, le directeur général de la gendarmerie, le Premier ministre et des représentants internationaux. Vous avez déjà vu un État parti uni qui décide de fomenter un plan en présence de représentants internationaux, comme par exemple la France?
On est très loin de réunions au CNS visant à mettre une politique discutable par un cercle d'initiés. Et je vous renvoie notamment aux listes de présence dont on dispose. Alors justement, ces instructions données pendant des réunions. Alors, les instructions, les éléments soumis au dossier démontrent une volonté du gouvernement de rétablir la stabilité dans le pays par le biais de mesures de confiance. Mesures de confiance qui sont mises en place sous l'égide de la communauté internationale. D'abord, il y a les instructions d'encourager, les fonctionnaires à reprendre le travail. Nous avons de nombreux appels officiels de la part du président, du Premier ministre, du chef d'état-major, qui instruit aux fonctionnaires de reprendre le travail. Nous avons aussi des communiqués radio au dossier. Et l'appel du président d'Otodja est repris pour les policiers par le ministre de la Sécurité, Noureddine Adam, ce qui a mené à un grand rapport. C'est Benjamin Malo qui nous le dit. Contrairement à ce qu'allègue l'accusation, les nouvelles autorités ont donc encouragé les FACA qui soi-disant sont ciblés, mais c'est le gouvernement qui encourage ces FACA-là à reprendre leur poste. Et ce n'est pas pour la galerie, parce que ça va porter ses fruits. C'est ce que nous dit d'ailleurs le Premier ministre Tiangai. Ça porte ses fruits, et c'est aussi confirmé par un rapport sécuritaire du 25 juillet 2013, qui nous dit que 744 agents de police ont repris le travail. « 2600 gendarmes ont repris le service. 4458 FACA ont repris le service. » C'est l'onglet 1 de notre liste de notifications. Autre instruction, arrêter les porteurs d'armes incontrôlés. Alors on l'a vu, cette instruction est mise en œuvre par le biais de patrouilles mixtes, composées de fonctionnaires officiels, de membres de la FOMAC et de volontaires issus d'anciens groupes de la coalition. Et là aussi, il y a des éléments au dossier de réunion. Par exemple, une réunion à la FOMAC, où le général de la FOMAC a proposé au président d'Otodja, et je cite, qu'un officier général issu des rangs des Séléka soit nommé pour collaborer avec la FOMAC afin de mettre un terme à ces exactions. Donc, qu'est-ce qu'on a au dossier? On a des réunions, ça c'est vrai, on a des réunions. Des réunions où les gens de la FOMAC disent « Tiens, on va collaborer avec des généraux issus des rangs des Séléka. » On n'est pas là dans une politique dissimulée, vous m'excuserez. Et qu'est-ce qui se passe? Le DG de la police, Lingui Sara, participe à la mise en place de ces mesures de confiance. Un membre de la police militaire, P2563, explique que c'est d'Otodja qui a créé la police militaire pour éviter les débordements et pour désarmer ces porteurs d'armes. Corroboré par exemple, il y a d'autres éléments, mais un rapport sur la situation sécuritaire du 25 juillet 2013 qui indique que pour permettre le désarmement des porteurs d'armes incontrôlés, je cite, « Les activités sont menées par une équipe mixte, composée des éléments disciplinés de la Séléka, de la gendarmerie
de la police et de la force multinationale d'Afrique centrale, FOMAC. C'est clair. Les membres des forces de l'ordre œuvrent pour la mise en œuvre des mesures de confiance. Concernant l'instruction maintenant de cantonner et de désarmer, on vient de voir les patrouilles mixtes. Il y a au dossier le fait que la CNS participe à la mise en œuvre de ce cantonnement et de ce désarmement. Et dès le 29 mars 2013, le Premier ministre Tian Kai mentionne sur RFI les initiatives de cantonnement du gouvernement qui sont mises en place. Lors d'une réunion avec le SEMA, le chef d'état-major, l'ambassadeur du Tchad, M. Babacar des Nations Unies et le général Mukoyo de l'Union africaine, le président d'Otoja a instruit, c'est encore une instruction, le chef d'état-major, Dole Waya, de mettre en place une force mixte afin de mettre en place le cantonnement. C'est donc toujours et encore sous l'égide de la communauté internationale. Autre preuve, corroborée donc, dans un communiqué de presse du 3 avril 2013, le ministre de la Sécurité appelle au cantonnement et il précise, je cite, « Les éléments incontrôlés, les détenteurs d'armes, les profiteurs, les situationnistes qui continuent de se livrer à des actes de pillage, vandalisme et autres exactions de les cesser immédiatement. » Onglet 605. Donc c'est ça les instructions du ministre de la Sécurité. Cessez vos actes et vos exactions et nous allons vous désarmer. C'est des actes positifs, clairement identifiés par des éléments de preuve. Pas d'inférence, pas de supputation. Et c'est dans le cadre des mesures de confiance que s'inscrit le travail de l'OCRB. L'OCRB qui n'est pas une nouveauté du gouvernement d'Otoja. Nous l'avons vu ce matin. C'est un lieu ouvert, accessible au public, que ce soit pour des visites familiales ou pour les représentants internationaux. Je l'ai dit ce matin, les témoins nous montrent un lieu très ouvert. C'est un lieu de détention provisoire où des personnes suspectées d'avoir commis des infractions sont détenues. Je l'ai dit ce matin, la population carcérale, ce sont des bandits de droit commun, gardés à vue et des fauteurs de troubles. Je voudrais préciser ici simplement que ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les témoins. P2519, qui dit « Parmi les 17 prisonniers, 3 étaient des FACA, 2 des civils et tous les autres étaient des Séléka. » P2563, la population carcérale était diverse. Et il était maintenu à l'OCRB pour divers motifs aussi. Et il précise que les incontrôlés avaient braqué, ont volé les biens de la population. Ce sont ces motifs-là qui les ont conduits en prison. Et enfin, P2239 nous dit « La plupart des autres prisonniers étaient tous des jeunes délinquants de la Séléka, accusés de cambriolage, trafic de stupéfiants et vol. » D'ailleurs, quand on écoute les récits des témoins, ces récits illustrent qu'ils sont suspectés d'infractions de droit commun. Un témoin est arrêté en lien avec un transport suspect d'une valise de documents contenant des documents en réalité sensibles et transport transfrontalier entre la RCA et la RDC.
Un autre témoin est suspecté de posséder une arme et d'avoir commis un braquage à main armée. Un témoin est suspecté d'avoir volé de l'or. Un témoin est suspecté de non-remboursement de dette. Un témoin est suspecté de vol de diamants. Un témoin est suspecté de s'être associé avec des Séléka. Un autre de détenir une machette. Et un autre fait carrément l'objet d'une plainte déposée contre lui. Et la liste continue ainsi, je vous renvoie à notre mémoire. Et c'est ça ce qui ressort de la réalité, en réalité du dossier. Comme il ressort que l'OCRB essaye de fonctionner malgré le sous-effectif. Et les témoins qui ont travaillé à l'OCRB nous le disent. L'OCRB est une unité mixte. Je cite P2161 qui explique que l'unité de répression était mixte. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les siens. Il y avait la police nationale, appuyée par les Séléka. Et il précise que tout le personnel de l'OCRB recevait des instructions du ministre de la Sécurité, sans distinction quelconque. Ce que confirment P1737 et P1004. Cette organisation est mise en place sur instruction de Dotoja. Ce qu'on confirme le sachant P1019, comme je le disais lors de mon discours d'ouverture. Les témoins initiés, notamment P0338, P0478 et P0787, racontent que les officiers de police judiciaire avaient un rôle actif et réel, ce qui est confirmé par d'autres membres du personnel de l'OCRB et par les personnes détenues. Les OPJ recevaient des plaintes, menaient des enquêtes, en particulier concernant les crimes, auditionnaient les détenus, collaboraient avec le procureur. Benjamin Malou, directeur de l'OCRB, explique détenir les clés des cellules, organiser les déplacements du membre du gouvernement, mener des enquêtes et recevoir des instructions directement du directeur général de la police. Alors, on me dit dans l'oreillette, OPJ, c'est officier de police judiciaire. Les membres de la mission d'appui, quant à eux, ont clairement la charge du travail d'intendance, un soutien administratif, logistique, gestion du personnel, approvisionnement, habillement et surtout le travail de secrétariat tel que l'enregistrement. Vous l'aurez noté, tous les initiés de la mission d'appui, tous disent avoir enregistré des détenus. C'est leur fonction principale. Concernant l'organisation de cette mission d'appui, il n'est pas possible de savoir qui a fait partie de cette mission à quel moment, et encore moins d'établir la moindre chaîne hiérarchique. Ce que corrobore d'ailleurs Benjamin Malou, en plus de P0234 que je mentionnais ce matin, qui lui disait que ça changeait tout le temps. Benjamin Malou nous dit que certains membres de la mission d'appui se droguaient, étaient incontrôlables, donc ne répondaient à personne et agissaient en toute indépendance. Notamment un certain monsieur Tahir, qui sera d'ailleurs désigné par un témoin sur la base d'une photo comme la personne responsable de ces malheurs, et non pas monsieur Saïd. Et c'est bien la raison pour laquelle de nombreuses personnes ont désigné différents responsables à l'OCRB, en particulier dans le contexte des incidents.
Je vous le disais ce matin, il y a Tahir, Mazingué, Lingui Sara, un monsieur avec une très longue barbe et des très longs cheveux. À partir du moment qu'il existe un tel doute sur la personne en charge à l'OCRB, ce doute ne peut être ignoré. La réalité, c'est qu'à l'OCRB, il y a des vrais efforts pour mettre en œuvre la mission de maintien de l'ordre, mais qu'il est trop difficile, au vu du manque d'effectifs, d'éviter des débordements, pour des raisons personnelles. C'est ça ce qui ressort des incidents au dossier. Prenons l'exemple de l'incident contre P0547. La personne qui lui fait du mal à P0547, c'est une personne qui agit sous l'emprise de la drogue. C'est le témoin qui nous le dit. Il n'a pas agi parce qu'on lui a instruit de faire des bêtises. Il était drogué, il a fait n'importe quoi, il est venu s'excuser. C'est très triste, mais c'est un débordement qui ne relève pas d'un crime international et sûrement pas d'un plan commun quelconque. Il faut faire preuve de réalisme quand il s'agit d'analyser les incidents dont on discute ici et de les replacer dans leur contexte, le contexte centrafricain. La Cour pénale internationale n'a pas pour mission de s'ingérer dans le fonctionnement des institutions d'État d'un pays. Or, les récits des témoins racontent la réalité du mode de fonctionnement de l'OCRB à Bangui, tel qu'il existait avant la période des charges, pendant la période des charges, y compris aujourd'hui. C'est P1737 qui le dit le mieux et qui ramène la réalité centrafricaine au cœur du débat devant la Cour pénale internationale. Et il dit « Le service de l'OCRB, Office central de répression du banditisme, ce service qui porte son nom, car c'est un organe de la police, où des policiers luttaient justement contre le banditisme dans le pays. Et jusqu'à ce jour, lorsque vous vous rendez à l'OCRB, certainement, vous ne manquerez pas de constater, après 1 ou 2 jours, ce genre de fait. Vous verrez de temps en temps des petits voleurs appréhendés et amenés à l'OCRB pour être battus, corrigés, de manière à ce qu'ils ne puissent plus récidiver. Je n'ai jamais dit qu'on arrêtait les gens n'importe comment et qu'on les amenait à l'OCRB pour les battre. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je viens de vous donner la vraie explication. Jusqu'à ce jour, le témoin nous dit « Je viens de vous donner la vraie explication ». Et je pense qu'il est crucial que l'on puisse montrer que l'on sait écouter les témoins devant cette cour, sans a priori, et que l'on sache quand on dépasse notre compétence. À partir de ce moment-là, il appartient aux cours centrafricaines de connaître des affaires qui découlent du fonctionnement de l'OCRB, qui n'est pas le résultat d'une politique, ni d'une attaque, ni d'une guerre. Il appartient aux Centrafricains de se saisir de leur histoire. Mais ce n'est pas à la CPI d'en connaître, de les juger et de leur imposer des standards irréalistes.
Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, les faits sont têtus et les preuves sont là. L'accusation nous a imposé une réalité fantasmée, en ignorant ses témoins et en refusant d'appeler les sachants, qui auraient mis à mal son narratif tronqué. Il nous appartient, à la fin du procès, de rendre la parole aux Centrafricains, puisque de leur récit ressort la réalité qui prévalait à Bangui lors d'une période difficile, une période postérieure à la chute d'un régime marqué par le chaos et par des efforts pour endiguer les troubles à l'ordre public. Il nous appartient de savoir quand c'est la place de la justice internationale et quand c'est la place de la justice domestique. Aujourd'hui, il nous appartient à tous de rendre aux Centrafricains leur destin et de rendre à M. Saïd à son pays. Rendre M. Saïd à son pays, seul à même de se positionner. Je l'ai dit à l'ouverture du procès, la République centrafricaine est un pays dont les africanistes disent que le destin a été volé. Ne lui prenons pas plus. Redonnons-lui son autonomie en lui rendant sa compétence. Et c'est là où le procès prend tout son poids. L'accusation n'a pas présenté un dossier qui relève de la justice pénale internationale. Elle a déraciné M. Saïd, qui a payé le prix de sa santé pour répondre des faits qui lui sont reprochés. M. Saïd, qui n'a jamais renoncé, malgré les obstacles, un coma de plusieurs semaines, malgré les opérations, loin des siens et de leurs prières. Malgré les dangers pour sa santé, malgré la douleur, malgré les affections dont il souffre encore, il s'est présenté devant cette cour sans jamais retarder, sans jamais vaciller. Sans jamais retarder, sans jamais vaciller. Il est venu, à bout de force parfois, pour que justice soit faite, parce qu'il croit en la justice et il croit en la vérité. Cette vérité, elle est là, sous nos yeux. Et c'est la tâche combien noble et essentielle de la Chambre de la dévoiler, à la suite des témoins qui ont eu le courage de la raconter. C'est à vous, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, qu'il appartient de rappeler qu'il ne peut y avoir de justice sans vérité. C'est sur les épaules de l'accusation que repose la charge de la preuve, pas sur celle de la défense. L'accusation se paie de mots. Nous avons à nous intéresser aux faits. Les faits découlent de la réalité. Et la réalité, elle est là, sous nos yeux. Prenez-en acte, tirez-en toutes les conséquences, en reconnaissant l'innocence de M. Saïd et en l'acquittant de toutes les charges. Ce sera justice. Je vous remercie, Madame la Présidente. Thank you very much, Ms. Naori. Merci beaucoup, Maître Naori. Voilà
qui marque la fin des plaidoiries finales dans cette affaire. Et conformément à la règle 142.1 du règlement de procédure et de preuve, la Chambre va désormais se retirer pour réfléchir à son jugement conformément à l'article 74 du statut. La Chambre note que dans son jugement, elle décidera si elle doit déclarer l'accusé coupable ou l'acquitter. Si, et seulement si, l'issue est une déclaration de culpabilité, les procédures de définition de la peine suivront. La Chambre informera parties et participants que si il y a une déclaration de culpabilité dans cette affaire, elle entend définir une peine aussi rapidement que possible. Et donc, en gardant ceci en tête, la Chambre a bon espoir que parties et participants utiliseront au mieux le temps à leur disposition pour préparer toute issue des procédures en attendant le jugement. Cette instruction se donne sans préjuger de la décision de la Chambre ou de toute décision que la Chambre pourrait prendre quant à la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Ceci étant dit, et parlant en mon nom propre, en tant que juge présidente de cette Chambre, et au nom de mes collègues les juges, j'aimerais remercier l'accusation, la défense, les représentants des victimes pour leur engagement et leur aide pendant ce procès. Je remercie les présents dans cette salle d'audience, ainsi que ceux qui suivent l'audience en ligne, et tout particulièrement ceux qui nous suivent depuis la République centrafricaine. De plus, ces procédures n'auraient pas été possibles sans le soutien du greffe. Je l'ai dit de nombreuses fois, mais je le répète, merci aux greffiers, aux huissiers d'audience, aux interprètes, aux sténotypistes, à l'unité des victimes et des témoins, à nos officiers de sécurité et à tous ceux qui, en coulisses, font que ce procès a pu se tenir. Vos capacités, votre professionnalisme sont reconnus. Et puis pour finir, merci au personnel juridique administratif des chambres pour leur assistance immense pendant ce procès. Merci à tous. L'audience est levée.